On m'a diagnostiqué un cancer au cerveau très agressif. La semaine dernière. Mon temps restant ne se compte plus en années ou en mois, mais bel et bien en jours. Avant de partir, je veux tout avouer. Je veux me vider de mes péchés, une bonne fois pour toutes, et vider ma conscience. J'ai vécu avec ça une partie de ma vie, mais maintenant que ma mort est proche, je ne peux plus garder ce secret pour moi. Alors écoutez bien, car ceci est la confession d'un mourant. Que savez-vous des immortels ? Vous allez me dire que vous les avez vus à la télé, ou dans des séries comme Highlander, ou dans les bandes dessinées, ou dans les comics. J'étais comme vous. Pour moi, les immortels, c'était Wolverine et compagnie. Ce n'était pas réel. J'ai fait des études de médecine, et en vue de devenir chirurgien. Vous savez que je suis plombier. C'est donc que j'ai dû arrêter prématurément. Bref, j'étais jeune et diplômé à l'époque. Et j'avais postulé dans tous les hôpitaux du pays, et même à l'étranger. Aucune ne m'avait donné une suite favorable, sauf un qui se situait en banlieue de Berlin, en Allemagne. Bon, je devais quitter ma famille et mes amis pour aller poursuivre ma carrière dans un autre pays, dont je ne parlais même pas la langue. Mais c'était une occasion inespérée d'acquérir de l'expérience auprès des chirurgiens professionnels. Je me suis donc installé à Berlin. Mais il n'y avait aucun confort, mais je savais que c'était temporaire. Une fois l'expérience acquise, je retournerai en France pour trouver un poste à temps plein dans un hôpital prestigieux de Paris. Les premiers mois étaient très difficiles. La barrière de la langue n'aidant pas, je m'efforçais d'observer les opérations, je prenais des notes, je posais des questions en anglais, mais presque aucun chirurgien ne parlait anglais. Et au bout d'un an, à l'aide de cours particuliers, j'arrivais à comprendre l'allemand, et je pouvais enfin discuter avec mes tuteurs. J'ai pu parfaire mon apprentissage, et enfin assister les chirurgiens pendant les opérations. Je progressais à une vitesse folle, car il y avait énormément d'opérations par jour. En effet, cet hôpital n'était jamais à court de patients. Il venait des quatre coins du pays et même de l'étranger. Et pour cause, l'hôpital avait la réputation de ne jamais être à court d'organes pour les greffes. Cœur, rein, poumon, je ne savais vraiment pas comment ils faisaient. Mais ils en trouvaient toujours, très rapidement. J'avoue que certaines pensées étranges m'étaient passées par la tête, comme un trafic d'organes dans la ville, mais il n'y avait aucune preuve et surtout, c'était une aubaine pour moi de pouvoir assister à toutes ces opérations. Une nuit, alors que j'étais resté dans l'établissement jusqu'à très tard, afin d'étudier certains ouvrages sur les greffes présents dans les bureaux du docteur Haussmann, je me suis endormi, le nez dans les livres. Il faut dire que la chaise du bureau du docteur était tout sauf inconfortable, et j'ai été réveillé par des cris d'un homme. C'est normal dans un hôpital, me direz-vous, mais c'était les cris d'agonie, c'était affreux. Je suis sorti du bureau et j'ai commencé à chercher d'où ça venait, et je suis allé voir l'infirmière de garde, mais selon elle, aucun patient n'avait crié. Alors je suis retourné dans le bureau du docteur, quand je les ai entendus une nouvelle fois. Cette fois, j'ai su reconnaître la provenance de ces cris. Ils venaient de derrière une porte qui menait vers le sous-sol de l'hôpital. Sur celle-ci, il y avait écrit « Entrée interdite » en allemand. Évidemment, je voulais venir en aide à la personne, mais la porte était fermée, et les cris ne se faisaient plus entendre. Je suis donc rentré chez moi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai tout de suite posé des questions au docteur, lui demandant ce qu'il y avait derrière cette porte, et pourquoi on pouvait entendre des cris la nuit venant de derrière celle-ci. Lui qui avait toujours été gentil et souriant, s'est montré à ce moment-là sous un tout autre jour. On pouvait lire la colère dans ses yeux, après m'avoir saisi le col. Il m'a plaqué contre le mur, en me répétant que ce qu'il y avait derrière cette porte ne me regardait pas, et en me menaçant de me virer avec perte et fracas, si je continuais à mettre mon nez là où il ne fallait pas. Je ne voulais pas risquer ma carrière en me faisant virer de mon tout premier poste. Alors je n'ai plus repensé à cette affaire durant quelques mois. Mais une nuit où j'étais de garde, j'ai eu besoin d'une agrafeuse. Alors je me suis souvenu qu'il y en avait une dans le bureau du docteur Haussmann, et évidemment en allant à son bureau, j'ai de nouveau entendu ces hurlements venant de derrière la porte. C'étaient les mêmes que la dernière fois. Et comme cela remontait à des mois, ça voulait dire que c'était la même personne qui souffrait là-bas. Je tenais à ma carrière, il est vrai, mais j'avais encore des valeurs. Et je ne pouvais pas laisser cet homme comme ça, sans rien faire. Alors je me suis rappelé que le docteur gardait un trousseau de clés dans son bureau. Je suis allé les chercher, et j'ai essayé toutes les clés sur la porte, et par chance, il y en avait une qui fonctionnait. Je suis descendu dans les sous-sols de l'hôpital, tout en essayant de repérer d'où venaient les cris. Je suis finalement arrivé devant une porte en métal. Parmi les cris de l'homme, je pouvais entendre 2 personnes parler en allemand. Je suis resté quelques minutes devant la porte, avant que les cris ne cessent. J'ai longuement hésité et j'ai fini par entrer. Dans la pièce, il y avait une salle de chirurgie. Un homme était allongé sur la table d'opération, la poitrine complètement ouverte. Devant la table, il y avait le docteur Haussmann et l'infirmière en chef. Dans les mains du docteur, il y avait un cœur humain, fraîchement retiré du torse de l'homme allongé sur la table. Il me regardait les yeux grands ouverts, et il a posé le cœur dans la glacière, puis a enlevé son masque. J'étais terrifié, je pensais déjà au pire, et j'étais prêt à détaler et à aller avertir la police. Et le docteur m'a demandé d'attendre.
d'écouter ce qu'il avait à me dire, et que si à la fin de notre discussion j'avais encore envie d'avertir la police, il me laisserait le faire. J'étais vraiment contre cette idée, mais quelque chose m'a fait changer d'avis. L'homme dont on venait de prélever le cœur avait ouvert les yeux. Je n'en revenais pas. Je pouvais même l'entendre répéter des phrases incompréhensibles en allemand. Mais je pense qu'il demandait de l'aide. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Le docteur m'a donc tout expliqué. L'homme qui était couché là était un immortel. Ils existent bel et bien, mais préfèrent se fondre dans la masse, et pour cause. Si le monde apprenait leur existence, ils deviendraient des cobayes, en vue de découvrir le secret de leur immortalité. Mais ce n'était pas dans ce but-là qu'il en détenait un ici. Il m'a demandé combien de vies avaient été sauvées dans cet hôpital depuis que j'étais arrivé ici. Combien de demandeurs d'organes ont pu avoir la vie sauve. Il y en avait énormément, facilement 30 fois plus que dans les autres hôpitaux. Et c'est là qu'il m'a révélé leur but. En effet, les immortels étaient une source d'organes illimités, et à chaque fois qu'on leur prélevait un organe, ils le repoussaient aussitôt. Parfois, lorsqu'on prélevait le même organe trop de fois de suite, ils pouvaient mettre plus de temps à repousser que d'habitude. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins des autres hôpitaux, et que tout cela devait rester secret, pour le bien des patients. Habituellement, il était sous sédatif, pour le laisser inconscient. Mais lorsque l'on prélevait des organes, il ne faisait plus effet, et la douleur le réveillait, et malheureusement pour lui, il devait supporter toutes ces opérations à vif. Il a fini par me poser une question. Es-tu prêt à sacrifier tous les hommes, femmes, enfants qui attendent la greffe d'un organe, uniquement pour sauver une seule personne? Une vie contre des milliers d'autres. Que choisis-tu? La réponse paraît évidente, mais croyez-moi, lorsque vous êtes confronté à ce choix directement, c'est pas si évident. Laisser ce pauvre homme se faire torturer encore et encore? Ou bien fermer les yeux sur tout ça, sauvant ainsi des milliers de demandeurs d'organes? Alors j'ai regardé l'homme une dernière fois, et je lui dis à quel point j'étais désolé, avant de partir. Le lendemain, j'ai démissionné. J'avais préalablement informé le docteur que je ne dirais rien à propos de tout cela. Puis je suis revenu en France, et je n'ai plus jamais pratiqué depuis. Voilà, ceci est mon péché. Même si j'ai fait cela dans le but de sauver le plus grand nombre, savoir qu'un homme se fait torturer tous les jours depuis 20 ans est insupportable. Mais entre vous et moi, vous qui regardez cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Qu'auriez-vous fait à ma place ?